Comme vous le saviez déjà, M. Condé, c'est le président de YEFAO du côté de Dortmund. Et à ma gauche, c'est M. Zainoul Ba, il est représentant du FNDC du côté de l'Allemagne. Euh, Comme vous le saviez déjà, notre thème, c'est les élections présidentielles du côté de la Guinée. Et la campagne a déjà débuté. M. Ba, vous venez à peine de quitter la Guinée. Quelles sont les nouvelles du côté de la Guinée? Bah, écoutez, monsieur Suleiman Sissé, Mhm, merci beaucoup pour l'invitation. C'est mhm, un honneur pour moi d'être invité à cette émission, mhm, surtout que on est au premier numéro de cette émission face à l'actu. mhm, Donc, j'espère que les premières personnes qui vont passer ici mhm. vont apporter de la chance à cette émission et va permettre à cette émission d'avoir une audience stable dans le monde entier. Oui, comme vous le disiez tantôt, je viens à peine de quitter la Guinée. Bon, l'actualité elle est telle qu'elle est, hein. Donc le CNRD continue d'effectuer son plan machiavélique pour essayer de confisquer le pouvoir. Donc les voix dissonantes sont muselées, la presse elle est fermée et les activistes et les politiciens sont soit kidnappés ou encore en prison ou encore poussés à l'exil. Donc il n'y a pas de nouveauté, en tout cas du côté positif. Donc il y a peu de côté positif et beaucoup plus de côté négatif. Donc vraiment l'actualité c'est ça en Guinée et les élections qui profilent à l'horizon avec un candidat, Mamadi Doumbouya, qui avait promis de ne pas être candidat. Donc, du coup, ce n'est pas une élection, c'est plutôt une mascarade électorale dont les acteurs de la société civile, dont le FNDC, a appelé à ne pas prendre part. Donc, c'est une élection qui ne nous intéresse pas. Ok, monsieur Condé, vous venez d'entendre les élections présidentielles en Guinée. Les acteurs de la société civile ne participent pas. Il y a ces partis politiques qui ne sont pas aussi invités. Et Oui, quelle est votre impression sur là-dessus? oui tout d'abord, merci à M. Sissé pour l'invitation et en tout cas courage pour l'initiative de cette émission. Et voilà, je dis bonjour ou bonsoir tous les, à tous les spectateurs ou ceux qui nous écoutent. Voilà, je vais un peu me prononcer là-dessus sur les élections, vu que moi je ne suis pas à Conakry, mais nous savons tous ce que nous avons entendu. Je pense que cette élection, c'est quelque chose qui est vraiment très ambiancé, s'il faut le dire ainsi. On entend des hauts et des bas. Au fait, il y a des choses qui se passent que vraiment, je peux dire, c'est très, très nouveau chez nous. Et du coup, on a l'impression, pour moi personnellement, on ne sait pas maintenant vraiment sur quel pied danser, c'est ce qu'il faut le dire. Et vu exactement ce qui s'est passé pendant, au fait, la sélection, s'il faut le dire ainsi, des candidats, oui, ouais, mais bon, c'est pas La péjoratif, oui, sélection. parce que là, je souligne qu'avec le code électoral, le nouveau Mhm, code électoral et mhm, la Constitution, mhm, il y a eu des dispositions qui ne faisaient pas partie avant, mhm, des dispositions qu'il fallait mettre en place pour mhm, être candidat. mhm. Donc, cette fois-ci, je pense que ça a été compliqué. Nous avons entendu euh, la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée sur les manquements qui étaient là. Donc, vu tout cela, bon, moi, je suis observateur encore et je veux essayer de voir voilà, quelles seront les prochaines étapes. Voilà. Ok, vous parlez des prochaines étapes. La campagne a débuté. Et comment vous avez vu d'abord l'atmosphère du côté de la Guinée à travers ces campagnes? Est-ce que c'est le même genre de campagne qu'on nous proposait d'habitude ou bien ils ont un peu changé les modes de pratique? En voyant déjà les candidats à cette élection présidentielle, Mhm, donc il y a pratiquement pas de
pas de partis politiques qui sont vraiment des partis compétitifs. Donc, à part le BL de Dr Fayami Limono, dont il faut préciser, dont le directeur de campagne ou le directeur de campagne adjoint a été kidnappé il y a quelques jours. Exactement. Je pense que c'est du jamais vu. Donc, vous êtes candidat à une élection pendant la période de campagne. Un des responsables d'un parti qui est candidat à cette élection est porté disparu. Donc ça veut dire que cette élection-là, honnêtement, il n'y a pas assez d'engouement parce que les candidats ne font pas le poids. Donc Mamadi Doumbouya, après tout ce qu'ils ont fait et avec le CNRD, avec tout ce qu'ils ont fait pour arriver à cette élection-là, donc je ne vois en aucun cas une autre issue à part faire passer Mamadi Doumbouya à partir du premier tour avec un score peut-être même soviétique. Donc honnêtement, il n'y a pas... En tout cas, moi, de mon côté, il n'y a pas beaucoup d'engouement parce que, comme je disais tantôt, des organisations de la société civile et des partis politiques regroupés au sein des forces vives ont appelé leurs militants et leurs sympathisants à ne pas s'intéresser à cette élection-là parce que c'est tout simplement une mascarade. Comme disait M. Condé, c'est vraiment une sélection. Du coup, on ne se sent pas encore une fois intéressé, mais puisqu'on est guinéen, on en parle et on dénonce ce qui a été dénoncé. Mais il faut s'attendre au soir du 28 décembre, lors de l'élection présidentielle ou les jours qui vont suivre, à un score soviétique de la part du candidat Mamadi Doumbouya. Et voilà, les autres partis n'ont que leur jeu pour pleurer parce qu'il ne fallait même pas participer à cette mascarade-là. Ok, Monsieur Kondi, Monsieur Ba vient de nous dire tout à l'heure que ces élections sont déjà gagnées à l'avance. Pourquoi aller aux élections si on sait déjà le gagnant? Oui, voilà, j'ai bien écouté Zainul tout à l'heure, mais c'est quelque chose que certainement moi j'aurai beaucoup de contradictions avec plusieurs personnes parce que moi, jusqu'à nouvel ordre, je veux encore essayer de croire à nos institutions, c'est-à-dire même si avec tout ce que nous observons, il faut quand même qu'on essaie de faire un pas. Et donc ceux qui vont avec Monsieur Mamadi, comme moi, la plupart des Guinéens, ils disent que au fait c'est juste un accompagnement. Moi, je ne veux pas quand même croire à cela que c'est un accompagnement. C'est vrai que il y a quelque chose qui est très important au fait dans la vie politique. C'est disons la politique de la chaise vide qui n'aboutit pas du tout. Donc moi, je pense que ceux qui sont venus, ils ont eu un grand courage pour être là, mais cela ne veut pas dire que forcément, ils n'ont aucune chance. Parce qu'il y a actuellement ce côté de M. Yero qui est en train de surprendre, je veux dire, la population. Même si de l'autre côté, il y a de ces membres qui se font kidnapper. Il y a aussi... ils n'ont pas la parole. Oui, concernant l'insécurité, je vais dire ça, c'est un autre sujet. Mais ce kidnapping, c'est très difficile en Guinée au fait de croire à ce qui se passe parce que vous allez être aussi d'accord avec moi que, comment dirais-je, il y a quelques personnes, pour moi, sincèrement, un régime au pouvoir n'a vraiment aucun intérêt à kidnapper ces personnes. Ils peuvent faire de façon flagrante. Ce sont des militaires, ils ont les armes, ils ont la force. Et j'ai cru croire qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas trembler, que leurs mains ne vont pas trembler. Donc, pour quoi que ce soit, si c'est vraiment pour moi dans l'intérêt du pays, normalement, on ne peut pas dire que tout est rose, mais ils doivent... Monsieur, pour ne pas couper Monsieur Condé, Monsieur Karaba, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire que vous avez du mal à croire à ce kidnapping. Vous ne pouvez pas dire aux Guinéens que quelqu'un comme Fonike Mengue, c'est lui-même qui a décidé de se kidnapper soi-même, avec Bilo, donc avec les Nimagans, avec des gens connus de leur opposition par rapport au niveau avec le CNRD. Ces personnes ne vont pas créer ces kidnappings-là. Fonike Mengue, c'est l'un des plus grands patriotes que la Guinée ait connu. Bien sûr. Et il a quitté lui-même ici en Europe pour aller en Guinée, de lui-même. Il savait que quand il arriverait, il allait avoir des problèmes avec la justice, mais il n'a pas fui.
Donc, ce n'est pas vrai de dire que il ne faut même pas créer l'amalgame autour de ça. Au fait, ceux qui sont en train de kidnapper les gens, c'est le CNRD. Mais ces kidnappings-là profitent à qui? Donc ces crimes-là profitent au CNRD. Ces crimes-là ne profitent pas à ces personnes kidnappées. Voilà, je pense bien que ces crimes-là profitent au CNRD parce que c'est le CNRD qui est au pouvoir. Oui. Donc que les personnes-là qui ne sont pas d'accord du pouvoir, de la politique de gouverner du CNRD soient portées disparues, profitent au CNRD. Ça ne profite pas à Infoniqué, par exemple, ou au FNDC, ou à l'IFDG ou à l'UFR. Parce que toutes les personnes, comme vous dites, pendant ces élections-là, les figures, les personnes qui sont avec Doumbouya pendant cette élection-là, encore je le disais tantôt, il n'y a personne qui va faire le poids. Parce que toutes les personnes qui pourront faire le poids ont été neutralisées. On connaît les partis comme l'UFDG, comme l'UFR, comme le RPG, ou encore comme Aliouba. Donc, puisque Aliouba, c'était l'alternative crédible, il ne fallait pas laisser Aliouba en liberté pendant cette élection-là. Bien sûr. Donc, toutes les personnes qui sont censées et supposées être une épine dans les pieds du CNRD, ces personnes-là sont hors course. Mais c'est exactement dans ce sens que moi je dis que je ne veux pas forcément croire à tout cela. Parce que pour moi, au fait, les gens, ils sont en train d'accuser sans avoir de preuves concrètes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas disparu. Mais je ne vais pas dire, parce qu'il faut vraiment essayer de mettre les mots dans leur sens. La sécurité des citoyens et des biens en Guinée incombe à l'État. L'État a l'obligation. Ils sont obligés. Mais maintenant, il y a un point, il y a quelques points qui sont très importants. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de mettre les mots, de placer les mots dans leur sens, comme ça se doit. Vous faites un kidnapping, c'est quelqu'un qui enlève une personne en lui demandant un rançon, c'est-à-dire il demande quelque chose au retour pour libérer cette personne. Il y a un petit hic, c'est que ce kidnapping ne fonctionne que de l'autre camp. Non, exactement, c'est là-bas que je veux C'est en là venir. le problème. Non, ça ne fonctionne pas que de l'autre camp, c'est là-bas que je veux en venir. C'est pourquoi je dis que je suis confus. Je ne veux pas forcément croire à ce Ne soyez pas confus, monsieur Condé. Je vais vous expliquer. Ne soyez pas confus sur ce côté-là, ne soyez pas confus. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce que, au fait, nous avons vu, comment dirais-je, monsieur, comment il s'appelle le jeune frère de... le jeune qui a disparu là. Aliouba? Non, l'autre jeune, le TikToker là, qui était au temps de Alpha Condé, le défenseur. Nieloé. Ok. Voilà. Nous avons vu par exemple le cas de Nieloé. Oui. Sincèrement, nous allons tous dire ici quoi que ce soit, mais nous savons qu'au temps où Nieloé avait disparu, il faisait partie du camp du CNRD. Et ça, c'est quelque chose qui était... C'est à vérifier. Hein? Oui, bien sûr, c'est à vérifier. Et ça, c'est un kidnapping parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. C'est pas ça seulement. Mais au fait, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un pouvoir avec une armée qui a pris le courage, qui n'a regardé aucune figure et est venu avec la force et a pris le pouvoir, est-ce que ce pouvoir peut avoir si peur d'une personne, d'un citoyen comme Nieloé pour l'enlever de façon secrète, ainsi comme... Ça, c'est à la justice de le déterminer. Donc, c'est à la justice de faire son travail maintenant pour essayer de trouver ces personnes-là et l'État guinéen. Quelle était la menace que M. Nieloé, comment dirais-je, avait contre au fait, pour le CNRD? Quelle était la menace? Quoi qu'il en soit, sûrement il connaît beaucoup de choses, c'est à cause de ça. Bon, mais il n'a qu'à... Alors, mais c'est ce que je dis. Au fait, le FNDC, j'ai un peu de truc avec le FNDC parce que souvent, oui. De truc quoi? Parce que je me dis, en fait, le FNDC, il se réclame société civile, mais pour moi, sincèrement, ils sont plus politiques que société civile. Et ça, c'est un problème. C'est la Guinée qui est un pays politisé, monsieur Condé. La Guinée, c'est un pays hautement politisé. Donc, le FNDC, avant qu'on nous kidnappe Foniqué et Billo, ils étaient en train de préparer des manifestations contre la cherté de la vie. Donc là, on ne parle pas purement de politique là. Il était en train de préparer des manifestations pour contester la fermeture des médias. Donc ça, c'est pas purement politique. Mais la Guinée, c'est un pays hautement politisé. On a entendu ici qu'il y a FNDC politique. Politique, oui, exactement. Oui, mais quand on parle du FNDC, le FNDC n'a jamais, faites-moi sortir
une preuve ou une image ou une vidéo où vous entendez les membres de la coordination du FNDC à voter pour n'importe quel parti politique. Le FNDC a eu un rapport très rapproché avec les partis de l'opposition pendant la période du troisième mandat, mais même pendant ces élections-là, l'UFDG avait été candidat à cette élection-là. Donc, malgré ce rapprochement-là, le FNDC n'avait pas appelé à voter pour l'UFDG. Mais nous savons pourquoi. Je pense bien que le débat devient à deux camps. C'est un peu compliqué. On revient sur notre thème, s'il vous plaît. On parle toujours des élections présidentielles du côté de la Guinée. La campagne a débuté. Et voilà, ceux du parti, ceux de parti civil décident de ne pas y aller. Et la mouvance part presque seule, je peux dire comme ça, avec... Comme vous le dites, monsieur Ba, avec des candidats bien organisés, bien sélectionnés pour les accompagner. Est-ce que cette élection n'est pas quelque chose pour confirmer la présidence du général Mamadi Doumbouya? Ouais, bon, pour moi, je pense que c'est l'objectif principal. Parce qu'il faut que nous sachions aussi que, quoi que ce soit, en Guinée actuellement, au fait, toutes les portes ne sont pas ouvertes pour nous. Parce que c'est une transition, c'est un État qui n'est pas au fait dans les normes comme ça se doit. Donc il y a des pays dans le cadre international qui ne vont jamais faire des affaires avec la Guinée. Donc peut-être actuellement ce sont des entreprises ou des sociétés qui sont là, qui font des contrats et du travail avec la Guinée. Mais il faut que nous rentrons au fait dans les dans les normes constitutionnelles pour que nous puissions avoir quelques avantages d'échange ou bien dans le cadre international. Donc, pour moi, ici d'abord, c'est ça l'objectif principal. Maintenant, dire que c'est pour légaliser le truc de Mamadi, ça c'est clair. Déjà, il faut savoir que Mamadi, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de manquements qu'il a fait déjà. Ça c'est clair. Ils sont venus, bon, je dis pas, excusez-moi, je n'aime pas souvent dire Mamadi, je dis toujours le CNRD, parce que pour moi, je ne veux pas personnaliser la truc. Je veux avoir ça comme toujours une entité, parce que quand ils sont venus, je pense qu'ils se sont présentés comme CNRD. Donc, pour le moment, c'est le CNRD qui est en train de diriger. Donc, actuellement, si nous disons que la Guinée, nous voulons revenir dans les normes constitutionnelles, il faut qu'il y ait un vote. Mais avec tout ce que nous avons vu, les promesses qui n'ont pas été tenues, comment dirais-je, les mouvements que moi je dis vraiment les mouvements de je ne sais pas quoi. Donc avec tout ça, nous voyons aussi l'atmosphère. Monsieur Zainoul a été en Guinée. Je pense qu'en Guinée actuellement, on va penser même que Mamadi c'est le demi-dieu. Voilà. Donc avec tout ça, c'est très clair. Moi je veux être réaliste. Je n'aime pas vraiment seulement être optimiste, non. Je veux être réaliste aussi. Ce qui est sur le terrain, il faut prendre compte de ça. C'est pas que c'est bon, que c'est pas bon. Pour moi, en politique, c'est après qu'on va connaître le résultat. Si le résultat est avantageux pour le pays, donc c'est que c'était bon. Maintenant, si le résultat n'est pas avantageux pour le pays, donc c'est que là, on a fauché. Ok. Monsieur Zainoul, excusez-moi. Zainoul, on continue sur... les élections présidentielles, selon vous, qu'est-ce qui peut changer après le 28 septembre du côté de la Guinée? Absolument rien. Ouais. Donc on est déjà dans un contexte de confiscation de pouvoir. C'est ce que nous avons vécu depuis le 5 septembre. Donc le CNRD continue de dérouler son plan machiavélique, comme je le disais tantôt. Et ils vont encore essayer de faire un deuxième coup d'État, mais cette fois-ci un coup d'État constitutionnel. Ils ont fait un coup d'État militaire le 5 septembre 2021 et le 28 septembre 2025, ils vont faire un coup d'État constitutionnel, c'est clair. Donc il n'y aura pas de changement. Donc quand vous voyez la personnification de l'administration, vous avez les photos de Mamadi Doumbouya partout. Donc vous avez l'impression que le pays ne s'appelle même plus la Guinée, le pays s'appelle Mamadi Doumbouya. Et donc rien ne va changer au lendemain du 5 septembre. Le CNRD
CNRD va continuer dans sa lancée de confiscation de pouvoir. Et c'est vraiment dommage pour la Guinée. Pourtant, Mamadi nous avait promis de ne pas être candidat à cette élection. Et ni lui, ni les membres du CNRD ne seront candidats à quoi que ce soit. Mamadi nous a regardé dans les yeux à plusieurs reprises. Vous avez peut-être lu ou écouté ou vu l'interview qu'il a eue avec Alain Foucault. Et toutes les déclarations qu'il a tenues pendant la veille de l'an 1 du 31 septembre. Donc Mamadi a promis aux Guinéens que le CNRD ne sera candidat à rien. Et si ce même Mamadi ne tient pas parole par rapport à ce qu'il avait dit, ça veut dire que est-ce qu'il faut attendre à ce qu'il tienne parole? Donc, dans les promesses qu'ils sont en train de faire pendant cette élection-là, moi, je crois que non. Il a déjà trahi. Donc, et il a déjà failli. Je pense que les Guinéens, maintenant, s'attendent. Est-ce que les Guinéens sont d'accord avec lui? Non. Est-ce que les gens sont en train de chercher pour survivre? Oui. Mais ce n'est pas parce qu'il est Mamadi. Donc, 5 ans avant, il y avait Alpha Condé avec le 3e mandat. Tout le monde, les gens étaient dans la rue. Mais quand il a quitté, qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est derrière lui? Est-ce que quelqu'un même parle de lui? Même des gens de RPG parlent de lui? Non. Donc Mamadi, ce n'est pas parce que les gens l'aiment. Les gens essaient juste de survivre aussi. Donc Mamadi n'a pas tenu parole. Les paroles qu'il avait tenues au lendemain du 5 septembre, ce n'est pas après le 28 septembre qu'il va tenir parole. Donc encore une fois, rien ne va changer. Là, on doit être sur la même lancée de confiscation de pouvoir. Ok, la même question chez vous, mais monsieur Ba vient de dire un mot: qui a trahi une fois trahira toujours. Est-ce que ça résume tout? Oui, je pense que oui, c'est un adage de sagesse, c'est vrai, mais il y a quelque chose que pour moi souvent, bon, en politique, je vais être sincère, en politique, moi je ne crois jamais en la parole d'un politique. Sauf que Mamadi, c'est un militaire. Oui, et un gros gradé. Il était. Donc, normalement, Mamadi ne doit pas faire de la politique politicienne. Donc, il était venu, il nous a promis de renverser la marmite. Il devait être sur cette lancée-là. Si aujourd'hui, il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'y a pas de différence entre lui et les faux politiciens menteurs. Donc là... Mais je pense que nous n'avions pas fait attention quelque part. Le fait de faire renverser la marmite, est-ce que comment dirais-je, Mamadi nous a dit comment il veut faire renverser la marmite. Il ne nous a pas dit, il ne nous a pas donné de détails. Non, Mamadi avait dit le 5 septembre, M. Condé, qu'il va redonner aux Guinéens la fierté d'être Guinéen, qu'il va arrêter, que les Guinéens vont arrêter de mourir pour la politique, que la dignité, qu'il va restaurer la dignité. Oui, mais pour moi, ce sont des expressions très subjectives que chacun peut définir à sa manière. Moi, je peux penser que donner la dignité aux Guinéens, c'est de partir faire du mamaya comme ils le font là-bas. Monsieur Condé, Mamadi Doumbouya a été clair. Ni moi, ni les membres du CNRD ne seront candidats à quoi que ce soit au soir de la fin de la transition. Donc, à partir du moment où il l'a fait, et ça, c'était prévu pour c'est de la trahison. 31 décembre 2024, hein, je pense. Oui, la fin de la transition officielle, c'était le 31 décembre 2024. OK. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la refondation selon le CNRD. Voilà. Mais maintenant, et après, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est les élections. Ils veulent venir dans l'ordre constitutionnel. Voilà. Donc, pour moi, la parole qui a été le discours du 5 septembre, c'était un discours d'un politique qui voulait juste faire entendre à la population ce que la population veut entendre. Et malheureusement, il a réussi dedans. Il a réussi dedans. La population n'a pas juste entendu, mais la population l'a même accompagné. Mais quelle population? Mais quelle population? Est-ce que la population n'est pas assujettie à l'accompagner? Non. Avec, bien sûr. Pas un instant, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis pas seulement la population, je voulais ajouter ceux que nous pensons, c'est-à-dire la société civile, les politiques sont venus applaudir ce monsieur. Mais imaginez-vous, s'il vous plaît, des personnes, des entités, des institutions qui sont en train de se battre pendant 11 ans et se sont battues pour une voie démocratique, pour que la démocratie règne dans le pays. Mais excusez-moi, le coup d'État n'a jamais été démocratique. Et tout démocrate, son plus grand totem, c'est le coup d'État.
Avant que Mamadi ait perpétré le coup d'État du 5 septembre, Alpha avait déjà fait un coup d'État constitutionnel pour la nouvelle constitution qu'ils avaient adoptée. Donc ça veut dire que que les gens soient contents que Mamadi ait pris les devants pour faire le coup d'État au lendemain du 5 septembre. Moi personnellement, j'ai apprécié et j'ai applaudi parce que nous étions déjà dans un coup d'État constitutionnel. Le problème. Alors, nous étions déjà dans un coup d'État constitutionnel. On ne peut pas résoudre un problème par un problème. Mais c'est pourquoi on s'est mis encore dedans. Moi, je me dis actuellement, si nous avons commis cette erreur le 5 septembre de supporter, parce que sincèrement, moi, je prends la Guinée ainsi. Quand je vois une masse qui accompagne quelque chose, je suis guinéen. Hein? Donc, que je sois d'accord ou pas, je l'accepte. Parce que je me dis que mes frères guinéens, je ne suis pas le plus intellectuel ou bien le plus sage qui peut voir tout ce qui se passe. On dit bien, il y a des vies qui ressortent de la mort. En fait, un cadavre qui est mort, qui pourrit, il y a des vies qui en ressortent. Donc, des fois, même ce que nous signalons comme quelque chose de mauvais, parfois ça peut avoir quelque chose de positif à la longue. C'est pourquoi moi j'ai cette philosophie que quand je vois vraiment la population adhérer à une cause, si vraiment ils sont dans l'euphorie ou je ne sais pas quoi, en tout cas quelle que soit la raison, s'ils sont dedans, et que moi, je ne peux pas les dissuader de cela en leur proposant, en les expliquant mes idées et ainsi de suite. Mais je m'aligne derrière. Si je dis je m'aligne derrière, alors je ne m'oppose pas. Même si je ne les accompagne pas, mais je ne m'oppose pas. Parce que je ne veux pas m'opposer à mes concitoyens. Donc, le 5 septembre était un cas pareil. Il y a eu bien d'autres personnes qui se sont levées et ont dit non. Alors, c'était eux les démocrates. Parce que la démocratie veut que quand tu as un problème, que tu le résous de façon démocratique. Sauf qu'avant, ils avaient supporté un coup d'État constitutionnel. Mais que cela donc, ce n'était pas une question de démocratie. Monsieur Ba, on revient. Il y a une question qui me tarote l'esprit. Vous avez été en Guinée et pas très longtemps. Vous pouvez quand même nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec... vous avez déjà dit que vous n'êtes pas d'accord avec le CNRD à travers... leur cadre constitutionnel, mais sur le terrain, qu'est-ce qui a changé réellement? Bon, qu'est-ce qui a changé réellement? Il y a des choses qui ont changé par rapport à certaines infrastructures. Mais est-ce que ces infrastructures-là, donc c'est un échange que nous impose le CNRD pour dire que le pays il est en train de changer, vous devez fermer vos gueules? Donc, c'est pas possible. Donc, oui, il y a des choses. Chaque régime a un côté positif et a un côté négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la bouche de toutes les personnes. Il faut museler toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, oui, les choses sont en train de changer. La Guinée, il y a des infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Mais encore une fois, Mamadi nous a promis de ne pas être candidat à cette élection-là. Il ne devait pas l'être. Mamadi nous a promis que la justice sera la boussole. Fonike Mengue, Billo sont disparus depuis plus d'un an. Habib Marouane, journaliste, est disparu depuis plus d'un an. Donc les Nimagas sont disparus depuis plusieurs mois. Donc en réalité, il n'y a pas eu de changement. Et aussi les enfants de Eli Kamano. Voilà, justement. Donc on a atteint le fond. Donc on n'avait jamais connu ça en avant en Guinée. Le père de Babi, la journaliste, qui a été kidnappé parce que son fils est opposé à la gouvernance du CNRD. Les enfants de Eli Kamano et ses frères ont été kidnappés parce que Eli Kamano n'est pas d'accord avec la gouvernance du CNRD. C'est le comble. Donc ça, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas tomber plus bas en Guinée. Je pense que dire que oui, il y a des infrastructures qui sont en train d'être mises en place, mais sans liberté, sans que les Guinéens aient la possibilité de dire qu'ils ne sont pas d'accord et de dire ce qu'ils veulent. Donc ça ne veut pas dire grand-chose en quelque sorte. Et si Mamadi Doumbouya qui nous avait promis quelque chose, c'est la première personnalité en Guinée. Si lui, il dit quelque chose et il ne le fait pas,
Donc ça veut dire que l'exemple va venir naturellement des Guinéens aussi, parce que le président l'a dit, il l'a pas fait. Mais quand même, à la base, vous en tant que société civile, c'est vous qui avez accompagné Mamadi Doumbouya. Ouais, non, pas que la société civile, tout le monde entier avait applaudi quand Mamadi Pas est que venu. tout le monde, pas que tout le monde. Le monde entier en majorité. Donc on ne peut pas dire que tout le monde à 100%, mais en majorité avait applaudi. Mais est-ce que si les gens l'avaient applaudi quand il est venu au lendemain du 5 septembre, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent l'applaudir encore, même dans les bêtises qui sont en train d'être faites? Non. À un moment donné, si ça ne marche pas, on a le droit de dire que ça ne marche pas. Même pas parce que je t'avais applaudi avant. Si tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, je te l'ai dit. Et je te dis que je ne suis pas d'accord. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on va essayer de passer à l'autre thème de ce débat qui est consacré à l'identification et le rapatriement de nos compatriotes du côté de l'Allemagne. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Mais bien sûr, vous pouvez aussi interagir dans cette émission en nous envoyant en commentaire vos impressions. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro standard qui est le 0049 15 20 14 80 526. Dans cette émission, ça se passe en direct avec vous sur les Guinéens de l'étranger. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger avec bien sûr nos compatriotes Zainoul Ba et Monsieur Kondé, avec qui nous allons entamer directement le second thème de notre sujet, c'est le rapatriement, l'identification de nos compatriotes. Monsieur Kondé, quel est d'abord votre avis sur ce thème? Oui, merci. Je dirais que vraiment c'est un sujet très pertinent et nous sommes en train de vivre ça ici. Je pense que ce n'est pas la première fois et malheureusement ça ne fait qu'empirer. Et vu que nous nous sommes rendus compte depuis que ça a commencé que c'est quelque chose au fait que le gouvernement guinéen aussi a signé avec les autorités du gouvernement allemand. Donc, nous sommes en train de voir quelles sont les dispositions vraiment que nous pouvons prendre ici, qu'est-ce que nous pouvons faire, même si c'est à travers nos cris, nos voix, pour que vraiment ils essaient de revoir ces dispositions et pour qu'ils essaient de revoir qu'est-ce qui peut être dans l'avantage de nos concitoyens ici. Nous savons très bien que c'est très difficile, les situations ici. Et nous tous qui nous sommes retrouvés ici, je pense que nous avons tous nos raisons. Et les raisons ne sont certainement pas négatives. C'est que nous voulons tous avoir une prospérité dans notre vie pour que nous puissions, au fait, avoir la même chance que tous les autres dans la vie. Mais malheureusement, vraiment, il faut souligner cela. Je pense que notre gouvernement, ils doivent essayer aussi de faire quelque chose pour que nos concitoyens, nos concitoyennes puissent aussi au fait jouir de quelques avantages, c'est-à-dire de revoir pour moi vraiment ce contrat qui a été signé parce que je pense que ça fait longtemps et s'il y a vraiment nécessité que ça soit vraiment suspendu, nous sommes vraiment là pour nous battre pour cela et je pense qu'il y a assez de Guinéens ici et c'est l'occasion pour moi sincèrement, je vais le dire, de saluer notre chère sœur, Madame Aïssatou Chérif Baldé, qui ne mélange aucun effort pour supporter nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés ici. Et voilà, donc, comme je disais, c'est quelque chose que vraiment je déplore parce que là, voilà, c'est beaucoup de familles en Guinée qui sont touchées. Ce n'est pas que nous ici, parce que les personnes, les jeunes qui sont renvoyés là, il faut savoir qu'ils ont aussi de la famille qui avait quelques espoirs sur eux et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est quelque chose à revoir par le gouvernement, c'est-à-dire par le ministère des Affaires étrangères, s'il faut le dire ainsi.
Ok. Quelque chose à revoir, monsieur Ba. Quel est votre avis sur là-dessus en tant que jeune Guinéen établi ici en Allemagne? Situation catastrophique, accord illégal qui devait même pas être signé avec la Guinée. Parce que tous les Guinéens qui quittent la Guinée, ils ne quittent pas la Guinée de gaieté de cœur. Ils ne quittent pas la Guinée parce qu'ils ne veulent pas rester ou parce qu'ils n'aiment pas la Guinée. C'est parce qu'il n'y a pas des politiques qui sont mises en place pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Donc il n'y a pas des projets qui permettent aux Guinéens de rester sur place. Même les Guinéens qui sont là-bas, c'est pas évident de vivre en Guinée. À partir du moment où un jeune Guinéen a quitté la Guinée et est venu en Occident, donc pourquoi son État chercherait à ce qu'il soit renvoyé? Ouais. Donc surtout si c'est pas une personne qui est rentrée dans la criminalité ou des choses comme ça. Parce que ce qu'il faut dire aussi, à partir du moment où tu habites dans un pays, tu vis dans un pays, il faut respecter la loi de ce pays-là, de ce pays d'accueil-là. Mais ce que nous constatons, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rapatriées, mais qui ne sont pas des personnes qui sont dans la criminalité. Donc, est-ce que l'État guinéen devrait accompagner cela? La question est catégoriquement non. Donc, c'est pas du tout normal. Il faut essayer d'accompagner. Normalement, on devait mettre en place des projets permettant d'accompagner les Guinéens qui sont à l'étranger, les Guinéens de la diaspora. Ouais. Mais si c'est l'État lui-même qui est complice de certains pays pour essayer de rapatrier ses citoyens, donc honnêtement, c'est le comble. Donc, moi aussi, je veux faire un big respect à la grande sœur Aïchatou Chérif Bardé Madjaja qui travaille jour et nuit pour essayer de défendre les Guinéens qui sont dans ces situations-là. Donc c'est un combat qui a accompagné et elle est à féliciter pour ça. Donc tous les Guinéens devaient l'accompagner dans ce sens. Okay. Je pense honnêtement que ça ne devait pas avoir lieu. Ouais. Donc notre gouvernement doit tout faire pour essayer de stopper cet accord-là, pour essayer d'envoyer des Guinéens ici, pour identifier et rapatrier des Guinéens sur leur sol, tandis qu'ils n'ont rien fait. Ils ont quitté la Guinée pour mieux vivre. Laissez-les. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les au moins. Donc, je pense que c'est pas du tout normal. Ok, c'est pas du tout normal, mais ce que moi je pense qui n'est pas du tout normal aussi, c'est de voir que les structures qui organisent ces manifestations ne sont pas aussi accompagnées par des associations guinéennes. Je ne sais pas quel est le vrai rôle des associations guinéennes établies ici en Allemagne. Peut-être M. Condé peut nous répondre vu qu'il est président de l'association YEFAO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous, en tant qu'association, parce qu'on sait qu'ici en Allemagne, il y a la FAG, l'association des associations, qu'on ne voit jamais lors des manifestations pour défendre, par exemple, les jeunes Guinéens. Ces associations, malheureusement, sont dans la propagande. tout ce qui est lié à la propagande de l'État, ces associations sont dans la propagande. Au fait, peut-être que... Normalement, c'est des associations qui devaient aider les Guinéens. Donc, mais c'est des associations qui aident l'État guinéen. Donc, c'est différent. C'est des associations qui devaient être là pour accompagner les Guinéens de l'Allemagne. Ouais. Donc, ils ne sont pas là pour accompagner l'ambassade ou encore l'État guinéen. Oui, ils peuvent le faire, mais leur rôle, c'est d'abord les Guinéens qui vivent dans ce pays-là. Oui, c'est vrai. Je pense que de l'extérieur, ça se voit ainsi. Mais sincèrement, il faut que je signale, au fait, les associations, c'est vrai, on attend que certaines associations réagissent par rapport à ces trucs. Mais au fait, il faut savoir que chaque association, au fait, a son but. Il y a dans le statut le but de l'association et chaque association au fait a ses méthodes et ses processus de venir à l'aide. Je peux vous assurer que vraiment toutes les associations que moi je connais, des associations guinéennes, ils font leur mieux quand même dans le cadre de l'aide. Parle de la mais attendez, monsieur Condé. Moi, les associations guinéennes que je connais ici en Allemagne, ils sont prêts à donner de l'aide, c'est si la personne est décédée.
Mais pas Non. que les Oui. personnes vivantes, on C'est ne le quelque voit chose, jamais oui. présent. Hein. Oui, peut-être que c'est pas visible, mais je sais quand même que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas qu'ils font tout, mais je sais quand même qu'ils font leur mieux, ce qu'ils peuvent. Et quand ils ont connaissance de quelque chose et qu'ils savent que ouais, ils ont la capacité de venir à l'aide, je pense qu'ils vont être là. Mais c'est que le problème aussi est que nous sommes dans un pays étranger, nous savons très bien. Nous sommes dans un pays où nous-mêmes, Guinéens, nous devons d'abord apprendre à connaître le pays, à connaître les systèmes, à connaître comment on peut aller avec les trucs. Donc, il y a certaines associations ici qui ne connaissent pas encore toutes ces procédures et toutes ces méthodes qu'il faut, au fait, pour venir à l'aide à nos compatriotes. Mais ils peuvent quand même sortir pour manifester. Oui, mais c'est qu'il faut savoir aussi, c'est pas tout le monde qui veut vraiment être, je peux dire, politicienne. Au fait, c'est-à-dire politicienne, je veux dire, quand il s'agit de ces sujets chez nous, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, au fait, on est en train de faire de l'amalgame, parce que chez nous, on veut politiser tout. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure au début que la société civile, pour moi, devrait encore se baser plus sur les rôles d'une société civile que sur les rôles, au fait, de politique. C'est-à-dire qu'il devait prendre les sujets vraiment en tant que sujet social. Mais les sujets, chez nous, ça se mélange trop à la politique. Ouais. Et dès que ça se passe, il y a certaines personnes, ils n'ont pas vraiment cet intérêt de se mettre dans les déguerres. Donc, ils préfèrent être dans le background et s'ils peuvent agir, ils vont agir, mais ils ne vont jamais s'afficher. Donc, c'est ça, au fait, le problème. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, normalement, la société civile devrait aussi être là pour éduquer la population à pouvoir réclamer ses droits. C'est-à-dire pas toujours se mettre, s'aligner derrière les politiques qui ne veulent que chercher le pouvoir. Monsieur Condé, on parle là des Guinéens de l'Allemagne. Oui. Normalement, il y a une association, pas normalement, il y a une association des Guinéens de l'Allemagne. Donc une association qui a été installée dans tous les pays. Je pense que c'était au temps de Alpha Condé. Normalement, ces associations-là doivent accompagner les Guinéens vivant sur chaque territoire à l'étranger. Tu veux dire le Haut Conseil? Oui, non, pas que. Il y a la FAG. Oui, la FAG aussi. La FAG, c'est l'association des associations. Excusez-moi. Oui, mais des Guinéens, la plus grande association, là, c'est la plus haute association, non? Ouais, okay. Je peux vous expliquer un peu la FAG. Allez-y. La FAG, au fait, en elle-même, c'est pas une association comme nous la voyons ici. La FAG, au fait, c'est l'association de toutes les associations guinéennes. Au fait, normalement, la FAG n'a pas de terrain d'action libre. La FAG, au fait, réagit par rapport aux associations guinéennes. C'est-à-dire, si la majeure partie des associations guinéennes se décident aujourd'hui au fait de venir se lancer dans dans la défense de nos concitoyens en manifestant, je pense que la FAG est forcément là. Parce que c'est les membres des associations qui sont là. Donc, dès que les Guinéens, au fait, sont représentés quelque part de façon sociale, normalement, la FAG, directement ou indirectement, je pense qu'elle est là, la FAG. Okay. Mais je pense que nous demandons, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais moi, sincèrement, je veux vraiment, nous réclamons plus de la FAG. Nous voulons qu'ils puissent encore agir plus à notre faveur, qu'ils puissent encore agir plus aux faveurs des Guinéens. Donc, c'est pourquoi il y a peut-être ce problème. Les gens s'offusquent contre la FAG, mais en réalité, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'était juste de nous structurer en tant qu'association pour que nous puissions fonctionner ensemble. En fait, c'est de gérer les associations. Mais si vous dites que ça, ce n'est pas leur rôle, et si on rapatrie tous les Guinéens, sur qui compter alors? Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur qui compter, je pense que les associations sont là pour ça. Il y a des associations qui se spécialisent justement, comme la sœur Aïssatou. Chérif Baldé. Mais elle ne peut pas être la seule. Non, elle n'est pas la seule. Bien sûr, ce que moi je vois, c'est comme si elle est seule. Non, ça c'est vrai. C'est vrai quand même. C'est vrai qu'elle se bat. On a l'impression vraiment qu'elle est seule. Mais je peux vous garantir que, par exemple, nous, notre association, nous ne sommes pas dans le cadre, par exemple, de cette... je ne sais pas, en tout cas, de cette défense proprement dite comme nous la voyons. Nous sommes plus dans le cadre d'accompagner nos concitoyens et ainsi de suite. Donc, nous, par exemple, des activités pareilles, par exemple, pour partir manifester et ainsi de suite, dès que nous voyons que oui,
il y a quelque part où ça se balance un peu du côté politique ou du côté, je ne sais pas, parce que nous connaissons très bien la Guinée, mais sachez que nous allons être en background. Non, mais le rapatriement des Guinéens vivant en Allemagne, c'est quelque chose que ça, nous tous... c'est pas une question de politique politicienne, ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, normalement, qui devait concerner tout le monde. Mais surtout l'association, le Haut Conseil, je pense que c'est comme ça. Le Haut Conseil des Guinéens de l'Allemagne, cette association-là, partout où il y a une propagande pour le gouvernement, pour l'État guinéen, ils sont en première ligne. Mais partout où il s'agit de défendre les Guinéens, tu ne les vois pas. Donc ça veut dire que ces associations-là sont des associations de propagande, tout simplement. Sinon, normalement, ces associations-là devaient être en première ligne pour accompagner les Guinéens dans cette situation-là. Donc, mais s'ils ne le font pas, donc il y a des personnes qui le font, comme on le dit tantôt, Aïchou Chérif, qui est à remercier. Donc, il faut essayer de l'accompagner comme on peut. Mais normalement, ces associations-là devaient être en première ligne pour essayer d'accompagner ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont venues ici pour se chercher. Donc, faut pas. Il y a certaines personnes qui ont fui la Guinée parce qu'ils ont des appartenances politiques ou sociales. Donc, quand ils retournent en Guinée, il y a des risques pour leur sécurité. Donc, si ces personnes-là retournent en Guinée, ce n'est pas du tout bien. Donc, et l'État est complice de cela. Bon, faut pas être étonné. L'État guinéen, même les Guinéens de l'intérieur, ils ont du mal. Ils ne font rien pour eux. À plus forte raison, les Guinéens de l'extérieur. Ok, monsieur Ba, vous parlez tout à l'heure des manifestations, nous parlons tout à l'heure des manifestations du côté de l'Allemagne, mais il y a d'autres qui se plaignent aussi de l'agressivité verbale des manifestants, ce qui leur pousse de ne pas participer par exemple aux manifestations. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai participé à plusieurs manifestations ici en Allemagne depuis que je suis là, mais j'ai jamais été témoin d'un dérapage ou de destruction de biens ou encore, je sais pas, j'ai jamais été témoin de ça. Je parle de verbal, Parlant de ce verbal, moi, c'est effectivement les points où j'ai des problèmes pour m'afficher. Je vous dis sincèrement, parce que par exemple, moi, j'ai dit tout à l'heure au début de notre conversation que j'aime pas souvent dire Mamadi. Non, je veux dire CNRD parce que moi, je veux vraiment prendre les trucs pour les institutions. Si, par exemple, dans une telle manifestation, et moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont là et qui ont commandé la photo de Mamadi barrée comme ça en disant Abba Mamadi, je vais directement penser que c'est politique. Excusez-moi, mais c'est ça. Donc, si c'est vraiment pour le rapatriement, je pense qu'il y a des... Je ne parle pas maintenant du truc de la sœur. Elle fait un combat excellent. Mais je veux dire, les autres, par exemple, nous voyons en France, nous voyons dans les autres pays, quand ils font des manifestations, par exemple, pour, je ne sais pas, quoi que ce soit, mais c'est toujours indexé, soit Mamadi, soit CNRD, soit... il y a toujours un nom subjectif. Mais ce jeu aussi, ils disent toujours qu'ils ne peuvent pas manifester sans dire leur vraie cause. Par exemple, mais la vraie cause pour les rapatriements, ce n'est pas Mamadi. Bien sûr, c'est eux qui sont derrière. Mais quand on parle de l'État, vous n'avez pas compris. Quand on parle de l'État, exact, c'est une continuité. Ouais, mais monsieur Condé, vous-même, vous savez que quand on peut pas parler de l'État en Guinée sans parler de Mamadi et du CNRD. C'est ça l'amalgame. Et c'est ce que nous devons changer. Non, la Guinée n'est pas une république. La Guinée n'est pas une république fédérale. Mais est-ce que nous devons continuer ainsi? Non, la Guinée, c'est un pays où le président il est super fort. C'est le président lui-même qui se met dans cette position-là. Donc on ne peut pas parler de l'État sans parler du CNRD et sans parler de Mamadi. Oui, mais parce que c'est la première personnalité. Il y a un point que M. Condé, je ne sais pas s'il ne le connaît pas ou pas. Ce contrat que la Guinée a signé avec l'Allemagne pour le rapatriement de nos compatriotes, ce contrat doit être renouvelé à chaque 5 ans. C'est un accord. C'est un accord, oui, exactement. Oui. Cet accord doit être renouvelé à chaque 5 ans. Je pense bien ce tout régime... Dernièrement, il vient de renouveler. Je mais suis au courant. Qu'est-ce qui les a poussés
à renouveler ce je vais d'abord un peu mettre les points sur les i. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement par rapport à leur action, non. Je suis en train de parler de façon réaliste, c'est-à-dire, je pense que nous il ne faut pas les chercher d'excuses sur ça, M. Condé. Non, je veux vraiment que vous compreniez. Excusez-moi. Je peux expliquer pourquoi je Allez-y, bien sûr. Parce que, au fait, nous savons que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'État, c'est une continuité. Nous ne sommes pas dans le secret de ce qui se passe, au fait, vraiment de façon institutionnelle entre les États. Mais maintenant, quand ils sont assis là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que le premier contrat, le premier accord a signé. Mais maintenant, pour le CNRD, pour moi, ce qui serait judicieux, c'est au fait de venir voir les dispositions peut-être qui sont dans le contrat. Si ça ne les permet pas si ils ont les possibilités au fait de rompre avec le contrat, mais qu'ils le fassent. Mais parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas souscrit à cet accord, je crois. Est-ce que vous avez... il y a certains pays qui n'ont pas souscrit à ça. Est-ce que peut-être vous avez la certitude que les dispositions qui sont dans ce contrat ne les condamnent pas à aussi signer? Monsieur Condé, il ne faut pas chercher trop loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des Guinéens qui sont en train d'être rapatriés. Exactement. Donc c'est ce qui nous intéresse. Ce qui se trouve dans cet accord-là, donc cet accord-là qui n'arrange pas les Guinéens. Ouais. Donc, c'est ce qu'il faut dénoncer. Exactement. Est-ce que l'accord fait que l'État guinéen est obligé de le faire? Ça, c'est notre débat. Nous, ce que nous disons, en tant que lambda, c'est qu'il nous intéresse qu'il y a des Guinéens qui sont rapatriés, qui ne doivent pas être rapatriés. Est-ce que c'est le CNRD qui est la cause, ou encore c'est le CNRD qui a créé cet accord-là avec l'État allemand en première position? Non. Cet accord a existé avant le CNRD. C'est même pas relevant. L'accord a existé avant le CNRD. Mais comme ils sont venus maintenant en place, ils doivent essayer de travailler à ce que cet accord-là n'existe plus, à ce qu'on arrête de rapatrier des Guinéens qui n'ont rien fait de mal. Il y a certaines personnes même qui sont bien intégrées, qui sont en train d'être rapatriées. Bien sûr. Donc ça, c'est... Vous savez pourquoi? Parce que, au fait, quand je parle... Vous savez pourquoi j'ai dit cela tout à l'heure? Mais est-ce que vous savez, on va partir en exemple, par exemple. Hein? Est-ce que vous savez que dans un pays où on vit en tant qu'étranger, quand ce pays juge que cette personne est nuisible pour nous, est-ce que vous savez que ce pays a le droit... Non, on ne parle pas des criminels. On ne parle pas des criminels. Parce que on ne défend pas des criminels. Moi, j'ai les échos. J'ai un frère qu'on a rapatrié le mois passé. J'ai un frère qu'on a rapatrié le mois passé, avec qui je suis réellement en contact. Il est en Guinée. Il m'a expliqué comment on les a envoyés, comment on les a mis dans l'avion. C'est vraiment... Mais je sais, c'est déplorable. Je connais beaucoup d'exemples que c'est déplorable, c'est vrai. Justement, donc il faut pas mettre... C'est comme si vous êtes en train de chercher de l'excuse par rapport à cela. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dénoncer ça. Donc, parce que les personnes qui sont en train d'être envoyées, beaucoup d'entre elles ne sont pas des criminels. Donc, si vous parlez des criminels, c'est comme si vous cherchez une excuse par rapport à ces rapatriements-là. Non, au fait, oui, les personnes, je l'ai dit en première position. Quand tu vis dans un pays, il faut respecter les lois du pays d'accueil. Donc, si tu ne respectes pas les lois du pays d'accueil et qu'il y ait problème derrière, ça c'est autre chose. Mais les personnes qui sont là, et qui essayent de travailler ou qui essayent de faire des formations ou qui essayent d'aller à l'école, apprendre l'allemand, donc qui ont cette volonté-là. Donc pourquoi ne pas les aider au lieu d'essayer de les rapatrier? Donc ce que je vais dire par rapport à ce sujet-là, un dernier point, ça c'est un conseil que je vais donner aux Africains en général et aux Guinéens en particulier qui viennent en Europe, en Occident en général, particulièrement en Allemagne. Avant de venir, il faut savoir que quand vous venez ici, c'est pas les États-Unis. Donc, ce n'est pas un pays où vous venez et que vous avez le choix de demander l'asile ou pas. Ici, quand vous venez, vous avez l'obligation de le faire. Ouais. Avant de demander l'asile ou bien juste après votre demande, il faut essayer de chercher à savoir c'est quoi l'asile. Qu'est-ce qui est l'asile? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sélectionné parmi les personnes qui vont avoir des papiers? Ouais. Donc, si vous n'avez pas d'informations, si vous ne demandez pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si vous ne demandez pas les personnes qui sont venues ici il y a quelques années avant,
Vous ne pouvez pas le savoir. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas le savoir, vous allez aller faire votre demande d'asile. Quelques mois après, ils vont vous envoyer une réponse négative. Et de négatif en négatif, ils vont vous demander de quitter le territoire. Ça va vous créer des problèmes. Dès que vous venez, il faut aller envers les personnes ou les associations qui peuvent vous conseiller sur l'asile ici en Allemagne. Si vous ne le faites pas et que vous vous attendez jusqu'à la dernière minutes. Donc, où on ne peut rien faire pour vous. Même un avocat, à un certain niveau, il ne peut pas t'aider. Parce que le dossier, ton asile, il est déjà mort. Donc, il faut essayer d'aller avant et demander aux personnes qui sont susceptibles de comprendre l'asile pour avoir des conseils et savoir comment s'y prendre. Si vous ne demandez pas et que vous foncez, vous allez avoir des problèmes après. Parce que tout ça, donc, le début, c'est déjà au début d'abord. Donc il faut que les gens apprennent à chercher des informations sur l'asile en Occident. Donc pour qu'ils puissent prévenir certaines situations. Donc c'est ce que je vais le dire en tant que conseil. Prenez des informations concernant l'asile dans votre pays d'accueil. Essayez de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous allez prévenir beaucoup de problèmes à l'avance, croyez-moi. Monsieur Condé, vous voulez dire un mot? Oui, exactement par rapport à ce que Zainoul vient de dire. Effectivement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, la société civile, les associations normalement sont là pour ça. Les associations sont là effectivement pour accompagner les citoyens guinéens, au fait pour les associations guinéennes, pour les accompagner, pour les démarches et ainsi de suite. Il y a plusieurs associations qui sont là pour ça ainsi. Donc, je peux dire exactement pour ajouter ce que M. Zainoul a dit, on invitera nos concitoyens de s'intéresser vraiment aux associations quand ils sont, au fait, dans les villes où ils sont, aux associations guinéennes. S'il n'y a pas d'association guinéenne, il y a certainement des associations africaines qui sont aussi là, qui sont un peu, qui se connaissent un peu dans le milieu, comment procéder ainsi. Pourquoi je dis cela? Parce que exactement le point que M. Zainoul a soulevé tout à l'heure, ça c'est un grand problème. Parce que sincèrement, je ne veux pas caricaturer, mais nous connaissons nos frères guinéens. Souvent, vous allez penser que le frère guinéen, je le dis en connaissance de cause, ils vont venir, vous allez parler et tout, ils vont vous expliquer des trucs, mais sincèrement, ce qu'il vous a dit là, quand vous partez pour lui le défendre, c'est pas ce qui est là. Et vous savez très bien, ici en Allemagne, il y a ce Datenschutz. Quand quelqu'un donne une déclaration qui est secrète, que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais savoir ce qui est là-bas. Ça, c'est entre eux là-bas. Et nos frères guinéens, j'en ai eu des cas. Des frères qui nous appellent et ils nous donnent leur histoire. Mais au fond, il y a des trucs qu'ils nous cachent. Donc nous, on va tout faire, on va trébucher, on va tout faire. Ça, c'est un tabou en Occident, les problèmes, les questions d'histoire là. Les gens n'en parlent pas, c'est un tabou. Voilà. Et au final, ça bloque. Si vous voyez que je ne veux pas forcément me baser sur le fait que oui, comment dirais-je, ce qui est en train de se faire, c'est pas. Je veux vraiment que nous, les Guinéens, que nous, au fait, nous soyons plus conscients. Parce qu'il y a d'autres pays ici. Nous vivons en Allemagne. Il y a d'autres pays. Vous connaissez beaucoup d'autres pays africains qui sont ici. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas ce problème? Je me demande. Alors que je ne sais pas. Je crois que, quel que soit P de X, nous ne sommes pas quelque part. Nous n'avons pas, comment dire, une lumière ou un symbole qui nous indique que c'est nous, les Guinéens, ils peuvent faire tout avec nous. Non. Mais observez, s'il vous plaît, la société. Observez nos confrères, nos sœurs. Et observez les autres aussi. Il faut que nous soyons sincères avec nous. Donc, à un certain moment, c'est ce que moi, je peux dire là-dessus. Merci. Merci à tout un chacun. Nous continuons dans cette émission Face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger. Bien sûr, avec mes compatriotes, M. Zainoul, qui est très, très pertinent ce soir avec ses mots. Et pourquoi pas avec M. Condé. Nous sommes dans cette émission. On revient encore une fois tout à l'heure.
Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission. Bien sûr, vous pouvez aussi intervenir dans cette émission. Envoyez-nous vos impressions sous commentaires. On a beaucoup de commentaires ici. Il y a d'autres qui me demandent de donner le témoignage de monsieur rapatrié en Guinée. C'est monsieur Mamadou Ba. Bien sûr, je vais essayer de donner après, Inch'Allah. Il y a d'autres qui regardent partout. Il y a monsieur Djabi, le Guinéen modèle, bien sûr, qui nous dit des raisons politiques qui fait qu'ils ont prolongé ce contrat, bien sûr. Je pense bien qu'il a parfaitement raison. Il y a M. Mara qui nous demande, Koto Mara qui nous dit pourquoi les membres de la FAG ne viennent pas aider à la manifestation. Ça, c'est une très grande question que je vais essayer de, bien sûr, inviter, si c'est possible, le président de la FAG, M. Diallo, dans cette émission. À venir, on continue encore dans cette émission, la CAN sans la Guinée. Et bien sûr, les Guinéens du Maroc vont devoir accueillir les autres équipes sans le Sili national, monsieur Condé. Malheureusement, moi, jusque tout dernièrement, j'espérais encore parce que quelque part, je pense que j'avais entendu que la fédération guinéenne avait porté plainte concernant le dernier match là, parce qu'il y avait eu un peu d'amalgame là-bas. Et j'étais un peu optimiste, j'espérais qu'ils allaient. Mais malheureusement, bon, voilà. Bon, pour le cas de la Guinée, c'est un peu difficile. Je pense qu'il y a à l'interne là-bas, parce que j'ai entendu le cas de la fédération là, à l'interne, il y a de grands trous là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, je pense que oui, cette année, nous n'avons pas pu... Là, ils doivent vraiment revoir parce qu'à un certain moment, il y avait l'entraîneur qui venait de quitter là. Et moi, je me suis dit, oui, c'est vrai que quelque part, il y a d'autres Guinéens qui disent qu'il a échoué, mais pourquoi pas encore donner une seconde chance? Parce que vu au moment où il était là, je ne sais pas très bien, mais moi, selon moi... Kaba Diawara. Okay. Selon moi, quand il était là, vraiment, quand même, on avait vu un peu... plus de motivation qu'avant et un peu plus au fait d'évolution dans le football. Ouais. Mais bon, malheureusement, il n'est pas là. Et pour moi, ça fait partie au fait vraiment de l'une des raisons pourquoi nous n'avons pas réussi cette fois-ci. Ok. Voilà. Monsieur Ba, le Sili national avec l'un des meilleurs joueurs, je dis bien l'un des meilleurs joueurs du monde de ce moment, qui ne parvient pas à se qualifier à la CAN pour les élections, pour du moins la CAN du Maroc. Oui, honnêtement, c'est dommage. Moi, je suis pas spécialiste du foot, mais je suis un grand supporter du Sili national. Je pense que maintenant, moi, bon, à part la Guinée, je regarde pas beaucoup de foot. Hein. C'est juste que quand c'est la Guinée qui joue, que je mets malheureusement mes organes. Il y a certains de mes amis qui me disent que bon, faut arrêter de regarder les matchs de la Guinée et mettre tous tes organes. Mais malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de regarder et de mettre tous mes organes dedans. C'est dommage, mais je pense que cela résulte de la façon dont le football guinéen a été géré ces dernières années. Quand vous regardez les infrastructures que nous avons en Guinée, bon, nous en avons quasi pas. Donc, un pays de foot comme la Guinée, un pays de Pascal Fendouno, un pays de Titi Camara, de Fodé Mansaré, de Nabi Keita, qui n'a pas un stade homologué, un pays indépendant depuis 1958, honnêtement, c'est une honte. Donc, j'ai honte. Je jure, j'ai honte, pas honte à la fédération, sinon au ministère du Sport, mais en tant que Guinéen, c'est une honte de ne pas avoir un stade homologué. Un pays qui se dit un pays footeux, parce que en Guinée, le sport le plus pratiqué en Guinée, c'est le sport. C'est le football, pardon. Donc, un pays comme la Guinée qui n'a pas de stade homologué, c'est une honte. Donc, si on n'a pas n'est pas qualifié pour cette CAN-là au Maroc, c'est lié à la gestion du football guinéen depuis ces 5 et ces 6 dernières années. Donc, si tu n'as pas un stade homologué, tu vas aller jouer dans un autre pays où tu n'auras même pas
100 ou 150 supporters dans un stade de 30 000 ou 50 000 personnes. Donc, on ne te dit pas qu'il va y avoir des miracles. Ouais. Normalement, on dit les supporters, c'est le 13e joueur sur le terrain. Donc, s'il n'y a pas de supporters, nos joueurs jouent malheureusement sans les supporters. Ouais. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Donc, monsieur Condé parlait de la plainte que la Guinée a portée au niveau du TAS par rapport au match avec la Tanzanie. Ouais. Honnêtement, moi, je m'y attendais à rien. Parce que même si la Guinée qualifiait à cette CAN-là, c'était pas avec fierté. On est allé ce jeu, on a joué, ils nous ont battu 1-0. Oui. Le match, il est terminé. Oui. Avec tous les joueurs de grands noms comme Guirassy dont vous parlez, comme Amadou Diawara, comme, je sais plus, comme Isiaga Silla. Oui. Donc la Guinée a des joueurs de renom. Oui. Donc normalement, une équipe de Tanzanie ne devait pas nous battre. Il y a quelques années, la Guinée, c'était pas facile à battre. Donc il y avait que des pays de foot, des grands pays de foot qui nous battaient. Mais actuellement, presque quand la Guinée joue, l'Ouganda nous bat, la Tanzanie nous bat. Ouais. Mais quand même, donc c'est parce que notre sport n'a pas été géré d'une bonne façon. Ouais. Le stade de Nongo, par exemple, un exemple illustratif. La Chine nous donne ce stade en don, cadeau. Je pense que depuis 2014 ou 2015, ce stade, les clés ont été données à la Guinée. Ils ont mis ce qu'ils devaient mettre en place pour la construction. Donc, ils ont dit à la Guinée de faire les installations. Jusqu'à présent, plus de 10 ans après, on est incapable de finir ce stade-là. Au moins, OK, on ne peut pas construire. OK, ça c'est une honte. Mais on nous offre un stade construit par un autre pays. On nous dit de terminer les installations du stade. Impossible, 10 ans après. Aujourd'hui encore, on est en train de rénover ce stade-là. Un stade dont les installations n'étaient même pas terminées. On était 10 ans après, on met encore des milliards dans ce stade pour renouveler ce même stade-là. Donc au lieu de renouveler le stade du 28 septembre et le stade de Nongo en même temps, il fallait prendre le budget de ces deux rénovations-là et rénover un stade. Ouais. Au moins, on a un stade homologué. Mais si on dit, bon, on n'a pas beaucoup d'argent et le peu d'argent que nous avons, bon, parce que les gens détournent, pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a assez d'argent en Guinée pour construire des stades, mais c'est parce que les gens détournent l'argent. Ouais. Et on prend cet argent, le peu d'argent qui reste dans les poches là, on met aussi dans la rénovation de 2 stades. Maintenant, on est là, le stade du 28 septembre devait être prêt à accueillir les matchs. Je pense qu'à partir de septembre 2025, on est en décembre 2025, le stade n'est toujours pas terminé. Donc pourquoi ne pas prendre le budget des 2 stades et essayer de construire un stade, et essayer de finir la rénovation de l'autre stade. Comme ça, on aurait déjà notre stade. Même si ce qu'il faut dire, on ne peut pas imputer cette responsabilité-là au gouvernement actuel. Les gouvernants actuels ont trouvé ce problème-là. Maintenant, ils n'ont qu'à travailler à résoudre ce problème-là. La Guinée, un pays indépendant depuis 1958, un pays qui a un ballon d'or africain, un pays avec des joueurs magiciens, Titi, Camara, Fendino, Pascal et Nabi Keita, qui n'a pas de stade, c'est une honte. C'est une honte. Ok, mais de l'autre côté, est-ce que aussi c'est pas aussi depuis que comment il s'appelle le président du Hafia KPC? Antonio Soare, le président du Oroya. Le président du Oroya, exactement. Depuis que Antonio Soare a quitté la tête de la Fédération guinéenne de football, je pense que tout part en fumée. Hein. Je pense que ce que nous vivons là, c'est ce qu'on appelle le karma. Ouais. Antonio Soare fait partie des Guinéens les plus patriotes. Il a investi beaucoup d'argent dans le football guinéen. Quand tu vois ce qu'il a fait avec le Oroya, pendant les 10 dernières années, c'est juste extraordinaire. Mais malheureusement, en Guinée, on mélange tout. On a essayé de détruire l'homme. Ouais. Et aujourd'hui, le football est notre football est à ce niveau-là. Sinon, ce monsieur, il a beaucoup fait pour notre football. Ouais. Donc, on devait le remercier pour ce qu'il a fait. Mais malheureusement, avec nos problèmes politiciennes, avec nos problèmes d'intérêt personnel, on a essayé d'abattre le monsieur.
Et voilà, aujourd'hui, voici le résultat voici là où notre football se trouve. Sinon, honnêtement, pendant qu'il était là-bas, et c'était mieux géré que par rapport à actuellement, parce que l'ancien même président de la fédération a été encore révoqué. Bouba Sampi a été révoqué. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a un intérimaire. Est-ce que ça va arranger les choses? Je ne pense pas. Ok. Monsieur Condé, peut-être un mot sur là-dessus, vu que vous, peut-être, vous êtes un peu ancien que nous. Le football guinéen souffre actuellement plus qu'avant. Hein. Ah ben oui, ça c'est clair. Et là, je ne sais pas. Au fait, pour moi, je ne sais pas si le problème c'est au niveau de la fédération ou si le problème c'est au fait au niveau des joueurs. Okay. Parce que nous savons tous, la Guinée, nous avons toujours eu de grands joueurs quand même. Ouais. Mais quelque part, et vraiment sur le terrain, bon, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Ils font bien leur rôle, mais quelque part, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas ce teamgeist, comment ça je peux dire, voilà. Ce leader. Voilà, le leader, exactement, qui peut vraiment faire que qu'il y ait cette harmonie, voilà, pour que tout marche ensemble. Parce que je pense que j'ai cru entendre quelque part qu'il y a toujours ce problème de clan dans les équipes. Bon, ça c'est partout dans le monde. Hein. Oui, mais est-ce que ça peut... Nous ne sommes pas, au fait, dans une situation où nous avons besoin de ça. C'est pas que parce que c'est partout dans le monde que chez eux ça fonctionne, malgré qu'ils sont comme ça, mais ils arrivent à gagner, à venir à la CAN. Mais pourquoi nous? Pourquoi pas? Est-ce que nous avons déjà été une fois? Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. On investit des milliards dans le foot pendant ces 3 dernières années. Tout ce qu'on est en train d'investir pour aller jouer à l'étranger là. Donc ça nous aurait aidé à terminer au moins pour la rénovation d'un stade. Surtout, je pense même qu'on préfère aller jouer au Maroc, je t'ai dit, dans un stade quasi vide. Le problème de stade là. Donc ne me dis pas que notre football peut produire des miracles. Oui, mais ce problème de stade, par exemple, comment est-ce que, par exemple, nous avons des joueurs qui jouent à l'international quand même, hein, mais quand est-ce qu'eux se retrouvent pour qu'ils puissent, au fait, créer ce teamgeist? Oui, mais M. Condé, c'est pas au jeu de construire des stades. Hein. C'est à l'État de construire des stades. C'est de ça que je veux parler. Et c'est à la fédération de faire en sorte que les joueurs soient dans de bonnes conditions. Mais c'est cette organisation, organisation et l'infrastructure qui manque. Parce que pourquoi est-ce que la Guinée, jusque-là, nous, on n'a pas eu de stade homologué? C'est honteux. C'est honteux, alors. Vraiment, je pense il faut prendre l'argent qu'on met dans le foot, là, dans le sport, là, et reverser cet argent-là, au moins sur certains artistes de qualité. Donc peut-être qu'eux, ils vont représenter mieux on abandonne le football. Non, les questions de foot, on investit des milliards, on ne voit pas de résultat. Il faut mettre cet argent-là, au moins dans la culture. Peut-être que ça va nous servir à quelque chose. Mon idée était que, je pense, je ne sais pas, je ne me rappelle pas quel pays, de suspendre automatiquement, au fait de nous suspendre pendant un certain intervalle de temps pour que nous puissions avoir cette chance de nous former à la base et d'avoir une base stable. Ok. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Ba, vous avez un dernier mot à dire? Honnêtement, merci encore Souleymane Cissé pour l'invitation. C'était une première dans cette émission. Merci à Monsieur Condé d'être aussi venu pour débattre avec nous sur certains sujets qui nous tiennent à cœur. Et merci aussi à la régie là-bas, je les vois, big up à eux. C'était vraiment un plaisir et voilà, vraiment merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir une prochaine fois. Merci aux téléspectateurs. Regardez, partagez, likez autour de vous. On parle de la Guinée. C'est la Guinée que nous avons en commun, ce pays qui nous aime tant. Merci beaucoup et bon week-end. Merci à vous et surtout sachez que vous êtes chez vous. Vous êtes toujours la bienvenue qu'on vous invite ou pas. Venez si vous avez un mot à dire. La porte des Guinéens de l'étranger vous êtes ouverte. Monsieur Condé, votre dernier mot?
Oui, merci, sincèrement, merci Monsieur Sissi, merci à toute l'équipe, à Monsieur Zainoul. C'est vraiment, je suis très content quand même d'être là aujourd'hui pour la première fois pour cette émission. Et je dis vraiment courage et bonne chance. Je sais que déjà vous êtes quelqu'un qui vous vous battez très bien avec votre équipe. Donc c'est toujours pour moi, hein, c'est pour la valorisation de la société guinéenne. Et moi, quand c'est pour cela, je suis toujours là, je suis toujours prêt. Ouais, Et comme donc toujours. c'est pourquoi j'appelle encore tous nos frères et sœurs de vraiment apporter leur petit soutien à vous, mais aussi à tous les Guinéens. Comme nous le pouvons, au fait, chacun peut faire quelque chose et chacun peut apporter quelque chose. Et là où nous pouvons apporter, essayons d'apporter sans regarder quoi que ce soit. Mon souhait est que vraiment, quelque part, que nous essayons, nous les Guinéens, de mettre un peu, il faut que nous accrochons un peu nos vestes de politique là quelque part et que nous essayons de voir la Guinée en tant que Guinée. C'est très important. Tant que je pense que nous faisons l'amalgame entre la politique politicienne et les sujets sociétals, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on puisse distinguer les deux. Je peux être de même bord ou de bord contraire avec M. Zainoul, mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas être, disons, sur une donne comment dire, pour travailler avec M. Zainoul pour que nous ayons de l'avantage pour les Guinéens, mais pour nous-mêmes aussi. Ouais. Parce que quand un Guinéen gagne, moi je gagne. Ouais. Et quand un Guinéen gagne, je pense que la Guinée gagne. Ouais. Donc, soyons dans cet esprit et essayons vraiment de voir l'avantage du pays. Merci. Okay. Merci beaucoup, M. Condé. Et sachez que vous êtes aussi chez vous. Venez quand vous voulez. La porte guinéenne de l'étranger vous est ouverte. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, c'est avec ces mots nous fermons porte et fenêtre de cette émission. Si, je dis bien si vous êtes à l'étranger, que vous venez de nous prendre en marche, restez scotchés. Allez-y d'abord vous abonner sur nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et s'il faut aussi activer les cloches de notification. Nous remercions d'ailleurs tous nos téléspectateurs sur Facebook, TikTok et sur... je pense que c'est les deux, Facebook et TikTok. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous aurons aussi YouTube dedans. On se reprend. À très bientôt. Ciao, ciao.